Et voilà, c'est lancé. Donc moi, je repartage mon écran et si tout se passe bien, dans 30 secondes, vous allez voir. Oups. Voilà, si tout s'est bien passé, vous C'est avez parfait, le... Didier. Ok, super. Donc bonjour, je m'appelle Didier Nakache, je suis de Mensafla et là c'est une conférence que j'ai déjà faite lors des Ludiver et que je refais pour le Mensa Provence, pour Valérie et puis les gens du Sud. Le thème de cette conférence, comme je vous le disais, c'est grandes erreurs et petites manipulations statistiques. C'est en fait toutes les erreurs que l'on peut voir dans la présentation des données, dans les tentatives d'influencer les mouvements d'opinion et comment ne pas justement se laisser influencer ou simplement se laisser piéger parce que parfois c'est très bête. Alors, je commence par cette citation qui a été attribuée à Churchill, mais a priori, rien n'est moins sûr, on ne sait pas vraiment à qui en est l'auteur. Ce serait peut-être un évêque. En tout cas, j'aime bien en intro, c'est « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Donc, citation apocryphe attribuée à Churchill. Et ça résume en fait le ton de cette conférence. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, initialement, j'ai trouvé beaucoup de types de problèmes, les problèmes de perspective, de forme de graphique, d'échelle, les tromperies, les erreurs, les problèmes de corrélation, les indicateurs biaisés, etc., etc. Et je vais vous les présenter un peu par grands thèmes. Le premier grand thème, c'est tout ce qui est problème de perspective, représentation en 2D ou en 3D. On va prendre un exemple très simple. Imaginons qu'une entreprise génère 10% de bénéfices pour 90% de charges. C'est un exemple que j'ai totalement inventé, bien sûr. Eh bien, voilà un camembert qui a été fait sous Excel. Et si vous le présentez aux actionnaires, vous présentez ce graphique-là. Si vous présentez au syndicat, vous présentez ce graphique-là. C'est le même, hein, fait avec Excel. Vous voyez que l'impression n'est pas du tout la même, alors que ce sont les mêmes chiffres qui ont permis de produire le graphique. Simplement parce que notre œil va corriger à tort la perspective. C'est une fausse illusion d'optique. Voilà un deuxième exemple avec le même graphique, en tout cas les mêmes données, mais dans deux graphiques différents. Vous voyez que la représentation en 3D, du camembert en 3D, est assez trompeuse parce que la zone en vert paraît aussi grosse, si ce n'est plus grosse que la zone en bleu, alors qu'elle est 2 fois plus petite. Et les zones violettes et rouges, qui font la même taille, n'apparaissent pas du tout identiques sur le camembert en 3D. Donc ça, c'est assez classique. C'est des problèmes d'histogramme et de 3D. Tout ce qui est camembert en 3D, méfiance, surtout quand on vous met des portions de camembert fort devant, ça accentue l'erreur de lecture. Voilà un deuxième problème archi classique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le problème de, voilà, il faut que je vous fasse un aveu, la Terre est ronde. Voilà. Et, et, et on la représente sous forme plate. Et comment on fait ça? Ça date de très longtemps. C'était un géographe flamand qui s'appelait Mercator. D'ailleurs, on parle des projections de Mercator. Mercator, c'est 1569. Alors, comment a fait M. Mercator? C'est très simple. Il a pris la carte sous forme sphérique. Il a découpé, tel que vous le voyez là, la sphère pour en faire un plan. Et il a comblé les espaces pour faire une projection comme ça de la carte. Alors, mine de rien, c'est un impact qui est peu connu, y compris aujourd'hui, c'est que tout le monde est habitué à voir la map monde sous cette forme-là. Sauf que cette forme-là est complètement fausse. L'échelle n'est absolument pas la bonne parce qu'il est impossible de représenter de manière lisible sur un plan en 2D un espace qui est en 3D, sauf à faire une projection et donc sauf à faire des erreurs. Et plus on va vers le nord ou le sud, plus la déformation est importante, ou plus on va vers le centre, plus ça tend à diminuer la représentation du centre de la carte. Alors voilà un exemple, j'ai fait un petit zoom, et il y a un site qui fait ça en live.
Donc j'ai fait un zoom et là vous voyez le Groenland qui paraît toujours immense, quasiment aussi grand que l'Afrique entière. Et quand vous ramenez le Groenland en superficie à échelle de l'Afrique, eh bien, vous voyez, le Groenland, en réalité, il est de cette taille-là. Sauf que nos yeux sont habitués à voir la cartographie que vous connaissez tous et qui est une déformation complète. Et en réalité, l'Afrique est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Et les pays qui sont vers le nord, enfin très très au nord ou très très au sud, sont beaucoup plus petits que vous ne pouvez l'imaginer. À titre de comparaison, l'Afrique, c'est la surface des États-Unis, plus la Chine, plus l'Inde, plus l'Australie, à la louche. Le site en question, si vous voulez vous amuser à déplacer des pays ou des continents, je vous l'ai mis ici en lien, c'est The True Size. Et vous pouvez prendre un pays ou un continent et puis le déplacer vers le pôle Nord ou vers le Sud ou comme vous voulez ou vers l'équateur. Et vous voyez la taille qui se transforme par rapport aux projections de Mercator. Viennent ensuite les problèmes d'erreurs de calcul. Donc les erreurs de calcul, exemple sur CNews en mai 2019, êtes-vous pour ou contre le maintien de la France dans l'Union européenne? Pour 77%, contre 33%. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. On a 110% de la population. Heureusement, on a une source qui est indiquée. Avec la source, on peut remonter à l'information et puis on peut se rendre compte qu'en réalité, c'était le 23% au lieu de 33%. Là, l'erreur est manifeste, c'est une bête erreur de recopie. Un peu plus discutable, le JT de 2013 de France 2, où on nous explique que pendant 5 ans, les prix vont augmenter de 6% par an et qu'au total, bien évidemment, ça fait 30%. En réalité, ça ne fait pas 30%, puisque si la première année, on augmente de 6%, la deuxième année, on va augmenter de 6%, mais de la nouvelle base, qui elle-même a déjà augmenté de 6%. Donc on fait 6% de 106%, et ainsi de suite. Et à l'arrivée, ce n'est pas plus 30%, c'est un peu plus que ça. Et là où le journaliste, ça c'est une vraie capture d'écran, disait que la facture allait passer en moyenne de 693 € à 900 € par an, pardon. En réalité, elle passe à 927 € par an. Alors c'est quand même 27 € d'écart. Le problème suivant, qui est un problème archi vu et revu et archi classique, c'est le problème des échelles. Alors voilà la théorie et voilà le principe. Ici, vous avez une courbe et sur une grande période, donc ça c'est un phénomène qui est intéressant, et on voit que cette courbe-là, elle est particulièrement honnête puisque à gauche, vous voyez que l'échelle démarre à 0. Ici, j'ai mon 0 qui est là. Et c'est une courbe qui représente la population de 75 ans et plus sur une grande période. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette population-là, elle est globalement stable avec des fluctuations, bien sûr. On voit que dans les années 75 jusqu'aux années 90, ça augmente doucement, puis que ça redescend jusqu'en 95, puis que ça réaugmente tout doucement, avec un petit accident ici, par là. Mais en tout cas, globalement, c'est stable avec quelques fluctuations. Si je zoome maintenant l'échelle de gauche et que je ne fais plus une représentation entre 0 et 250 ou 300 000, mais entre, par exemple, 50 000 et 250 000, ou comme ici, entre 100 000 et 240 000. Vous voyez que mon phénomène qui était à peu près stable, il est accentué, un peu comme si on avait fait on le regardait un peu à la loupe. Et donc, tant que ça reste raisonnable et surtout que c'est annoncé, ma foi, c'est pas gênant, ça permet de regarder un peu mieux. Et là, on voit effectivement que ça montait un peu, que ça redescendait un peu, et puis que ça remontait doucement avec un petit accident. Si je suis très malhonnête, je fais une échelle entre le max et le min. Vous voyez que maintenant, mon échelle à gauche, elle démarre à 150 000, elle finit à 180. Donc ça, c'est vraiment de la tromperie. Et on a l'impression que ça grimpe en flèche, que ça redescend en flèche et que ça grimpe en flèche avec toujours un accident, alors que le phénomène était stable, je vous le rappelle. Et si je ne prends que la partie de droite, eh bien, mon phénomène qui au départ était complètement stable se retrouve à avoir une croissance énorme qui est complètement trompeuse. Donc, quand vous allez voir maintenant à la télé ou sur un journal ou n'importe où un graphique, vérifiez toujours que l'échelle en bas à gauche est à 0. Si elle n'est pas à 0, alors s'il n'y a pas d'échelle, il faut encore plus se méfier. Si elle n'est pas à 0, attention, il y a sans doute, il y a un point de vigilance. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors, quelques exemples concrets. Voilà un pauvre joueur de baseball, hein, et vous voyez que là, l'échelle, elle est complètement bidon. C'est que si ça représente 77 miles par heure, et ben ça ne fait pas 75, hein, c'est à peine la moitié, hein. Ce que le journaliste a voulu faire, c'est montrer que la population, la vitesse avait fortement décru. Je suis désolé, c'est mon téléphone qui sonne. Là, on est sur Fox News, c'est encore pire, c'est qu'il montre que la taxe passerait de 35% à 39%. Si ce qui est à gauche, c'est 35%, ce qui est à droite, c'est pas 39%. C'est 4 fois plus grand, donc il n'y a pas 4% d'écart entre les deux. En France, c'est pareil, hein. Vous voyez qu'ici, vous vous souvenez de la grève de la SNCF en 2018 qui avait duré des mois et des mois. Et très vite, la direction de la SNCF avait publié ce communiqué de presse que vous voyez là à gauche, et il vous explique que la grève s'essouffle puisqu'elle passe de 22,5% à 19,84. Mais manifestement, 19%, ça fait la moitié, ça fait même pas la moitié de 22%. Et si je zoome et que je corrige, à droite, je vous ai mis le graphique que j'ai refait moi-même tel qu'il aurait dû être fait, et à gauche, le graphique tel qu'il était publié par la direction de la SNCF. Alors, la direction de la SNCF fait tout le temps hein, ce coup-là. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'esprit critique par rapport à ça. C'est que ce genre de communiqué de presse est repris par la presse et diffusé sans vraiment de critique ou d'analyse particulière. Voilà encore très récemment, Biden-Trump, c'était quelques jours avant l'élection. Et ben, vous voyez, l'échelle à gauche, elle démarre à 40%, elle se termine à 50%. Donc cet écart qui paraît énorme, il est complètement faux. Il était que de 7%. Alors 7%, c'est beaucoup, mais l'échelle de représentation est fausse. Ici, vous avez encore un autre exemple avec Le Point, donc c'est quand même pas un journal très politisé, qui titre Air France, des chiffres qui parlent. Alors, il y a en plus un code couleur, hein. Le rouge, rappelez-vous, exprime en général la révolte, la colère, des choses agressives en tout cas. Et on nous dit, voilà le salaire annuel brut d'un commandant en fin de carrière sur un Boeing 777. Chez Air France, il est à 270 000 euros et chez Swissair et Lufthansa, il est à 200 000 euros. Alors, toujours pareil, hein, si à gauche, c'est 270 000 euros, à droite, c'est pas 200 000 euros, puisque c'est même pas, allez, c'est entre un tiers et la moitié, c'est à peu près 40%. Vous avez en plus le code couleur qui montre qu'il y a de l'énervement, il y a de la colère. Et enfin, on prend le salaire brut d'un commandant en fin de carrière sur Boeing 777. C'est-à-dire qu'on couple 4 critères qui sont tous individuellement non représentatifs. Peut-être que le mec, pendant toute sa carrière, il gagnait moins que les gars de Swissair. Peut-être que sur un autre type d'avion, ça ne vaut pas. Peut-être qu'à un autre grade, ça ne vaut pas. Donc, ce type de vision est forcément trompeur parce que ça manque de recul, tout simplement. J'ai fait un petit chapitre sur les biais en médecine parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer ça, surtout qu'en ce moment, on entend beaucoup les médecins parler de beaucoup de choses. Le premier biais en médecine, c'est le biais de valeur relative et de valeur absolue. Alors, c'est un biais qui est pas, ou une erreur qui n'est pas simple à appréhender. Par exemple, est-ce qu'il faut exprimer les choses en pourcentage par rapport à la population totale ou en gain par rapport à ce qu'on avait avant? Je vais prendre un exemple. J'ai pris 2 exemples ici. Le premier exemple, c'est le fait de donner de l'aspirine à des personnes passées un certain âge ou avec un risque cardiovasculaire. Le risque serait diminué, le risque d'accident cardiovasculaire serait diminué de 32%. Mais en réalité, ces 32% ne représentent que 0,2%. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je ne sais pas. Vous avez un deuxième exemple en bas qui est sur le traitement de œstroprogestatif
pour les femmes et qui entraînerait une plus grande part de cancer du sein, on a dit que le risque était augmenté de 25%, mais en réalité, il passe de 4 à 5%. Donc, s'il passe de 4 à 5%, est-ce qu'objectivement, il a gagné 1% ou est-ce qu'objectivement, on a gagné 25%? Bah, je pense que l'honnêteté, en tout cas, c'est de donner les deux valeurs et pas seulement une seule. Un autre biais qui est classique et qui est connu, c'est de multiplier les sous-groupes. Admettons que je veuille démontrer un truc qui n'est pas bon scientifiquement. Alors, je vais fâcher personne, mais on va supposer que, par exemple, l'homéopathie soit pas efficace. Je dis l'homéopathie, mais vous pouvez prendre n'importe quelle thérapie. Si je multiplie le nombre d'expériences et de recherches et de travaux scientifiques, eh bien, à un moment donné, la probabilité pour que je trouve une étude qui fonctionne va devenir non neutre et non nulle. Voilà un exemple, c'est avec quelque chose qui a 95% de chances de ne pas se réaliser. Eh bien, autrement dit, la probabilité pour que par hasard je tombe dessus, elle est au départ de 5%. Eh bien, si je multiplie le nombre d'expériences ou le nombre de tentatives ou le nombre d'échantillons ou le nombre de sous-groupes, vous voyez qu'à la 13e étude ou à la 14e étude, là, j'ai plus qu'une chance sur deux de prouver que ça ne marche pas et donc une chance sur deux de prouver que ça marche. Et donc, il y a des laboratoires qui ont mis comme ça des études bidons sur le marché parce qu'ils ont lancé plein d'études. Et à un moment donné, le hasard fait qu'il y en a une qui marche. Et celle-là, on la publie, bien sûr. Voilà l'évolution de la courbe avec le nombre de tentatives ou le nombre d'études en ligne et la probabilité en hauteur. Vous voyez que si vous faites une soixantaine d'études, il y a 70% de chances de prouver que vous aviez raison au départ. Un autre biais qui est intéressant, qui est un biais médical, qui est le biais du survivant. Alors ça vient de la guerre mondiale et c'est un biais qui va tromper l'approche et l'analyse. C'est lorsqu'on a introduit le casque que vous voyez là, qui est le casque Adrian, les médecins ont dit, oh là là, ce casque-là, c'est une catastrophe parce que maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui ont des blessures à la tête très graves, des fractures du crâne et des trucs importants. Et en fait, et les médecins sont montés au créneau en disant, mais ça avant, on ne l'avait pas. Donc, c'est bien à cause du casque. Et en fait, c'est un biais d'analyse ou un biais de perception parce qu'en réalité, les gens avant, sans le casque, mouraient. Donc, les médecins ne les voyaient pas, tout simplement. Et avec le casque, les gens n'étaient que blessés, voire gravement blessés. Et du coup, ça fait un afflux chez les médecins qui, eux, n'ont vu ça que de leur lorgnette. C'est pour ça que je vous le dis toujours, toujours prendre du recul quand on fait de l'analyse de données. Enfin, un autre biais qui est typique à la médecine, c'est le biais de publication. C'est que quand vous faites une étude qui montre que rien ne fonctionne, eh bien, ça n'intéresse pas les gens. Les gens préfèrent des études qui montrent que quelque chose fonctionne. Et donc, prouver que quelque chose ne marche pas, c'est pas sexy. On préfère des gens qui trouvent. C'est même devenu célèbre avec la citation qui a été attribuée à De Gaulle, hein, je crois, qui dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et c'est ça l'idée, c'est que les revues scientifiques, les publications les plus prestigieuses, bah, si votre étude dit on a étudié le phénomène et puis on a observé rien, bah, c'est une connaissance, mais ça n'intéresse pas et donc c'est peu publié. Et donc, des gens qui montrent que ça ne marche pas ou que ce n'est pas intéressant ou qu'on ne mesure pas d'effet ont peu de chances d'être publiés et ça a été vrai ou vérifié pour les antidépresseurs, l'homéopathie et des choses comme ça. Le type de problème suivant, c'est les problèmes de tromperie liés à l'évolution en pourcentage ou en cumul. Alors, voilà un exemple sur Le Parisien, janvier 2019, une très belle infographie, très réussie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on voit? C'est le tarif des autoroutes. On voit que les tarifs augmentent, puis diminuent, puis réaugmentent, puis diminuent, puis réaugmentent. En réalité, ce n'est pas ça du tout. C'est le pourcentage qui est plus ou moins fort. C'est-à-dire que quand le pourcentage d'augmentation passe de plus 2,5% en 2012 à plus 2% en 2013, ça augmente moins vite, mais ça augmente encore. Et donc, le vrai graphique, c'est pas faire celui-là qui laisse entendre que c'est équilibré. Vous voyez, on voit que ça monte beaucoup, ça redescend, ça remonte. Le vrai graphique à faire, je l'ai refait bien sûr, c'est celui-là.
Ça, c'est la véritable évolution du prix des autoroutes, avec l'échelle à zéro en bas à gauche, et bien sûr le cumul année après année. Un autre truc pour lequel je vous invite à être vigilant, c'est que regardez ce graphique. Ce graphique, c'est les revenus cumulés annuels. C'est-à-dire que vous placez de l'argent, cet argent vous rapporte de l'intérêt, et vous replacez les intérêts et vous faites le cumul comme ça, année après année. Donc là, on est sur une période de 10 ans. Si vous avez l'œil, vous voyez que, je vais essayer de retrouver ma souris qui a disparu. Voilà. Si vous avez l'œil, vous voyez que c'est légèrement en forme de voûte. Vous voyez, c'est pas, ça part pas en ligne, c'est légèrement recourbé. Et quand c'est légèrement recourbé, ça veut dire que certes, ça augmente, mais ça augmente de moins en moins vite. C'est ce que j'ai fait sur la diapo d'après. Si vous prenez le graphique, non pas en cumulé, mais en annuel, ça vous donne ça. Et là, vous dites, ce placement-là, il est de moins en moins intéressant. Alors que dans la version cumulée, eh bien, on ne voyait pas et on avait l'impression qu'il était de plus en plus intéressant. Alors, dans la vraie vie, hein, c'est couramment utilisé. Vous voyez maintenant Tim Cook, qui est le patron des iPhones, qui a fait un graphique sur les ventes cumulées d'iPhone. Donc, les ventes cumulées, ça ne veut rien dire. Déjà, conceptuellement, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai eu 3 iPhones dans ma vie. Pourquoi je compterais pour 3 alors que j'en ai qu'un? Les 2 autres sont au cimetière des iPhones. Et on voit bien ici l'effet voûte courbé. Et si on retraduit les chiffres dans leur réalité, ça donne ça. Et on voit bien qu'en réalité, effectivement, globalement, ça augmente, mais qu'en 2013, on en vendait de moins en moins. Et c'est ces chiffres-là qui étaient mauvais que Tim Cook n'a pas voulu représenter. Alors, après, qu'ils ne veuillent pas le faire, c'est malhonnête, mais il y a peut-être des explications. Peut-être qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti en 2013 et tout le monde s'est jeté dessus, puis après, les ventes se sont un peu essoufflées. Peu importe. En tout cas, sa manière de présenter l'information est fausse du départ. On va passer maintenant aux tromperies et erreurs dans les graphiques. J'aime beaucoup celui-là. Ça a été réellement publié comme ça. C'est le département d'État de Floride pour je ne sais pas quoi. Et vous voyez que vous avez en 2005 une loi sur la protection, enfin, pour essayer de limiter les morts par arme à feu. Bon, un problème typiquement américain. Et quand vous regardez bien, et je vous assure qu'il a réellement été publié comme ça, quand vous regardez bien, l'échelle est à l'envers. Le 0 est en haut, vous voyez à gauche? Et donc le 873 est plus bas que le 721. Si vous mettez le graphique dans le bon ordre, à l'endroit, ça donne ça. Et là, on voit que la loi n'a eu aucun impact. Au contraire, qu'après la loi, les choses se sont plutôt aggravées. Ben, les mecs, ils ont quand même réussi à publier ça, quoi. Alors, je me suis fait plaisir, spécialement pour vous. J'ai fait un petit chapitre sur la Covid, parce que là, honnêtement, en France et même dans beaucoup de pays, je trouve qu'on est on est dans le n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai sous-titré Focus sur n'importe quoi. Donc, je suis très, très agacé par tout ce que je peux lire et entendre sur la Covid en ce moment. Tout d'abord, les chiffres qui sont publiés ne représentent rien. Les comparaisons entre les pays sont impossibles, simplement parce que les pays comptent comme ils veulent. On sait très bien maintenant que la Chine a fortement diminué le nombre de victimes à la première crise et à la deuxième crise. On sait que certains pays, pour des raisons politiques, ont fait pareil, et puis d'autres ont été un peu plus honnêtes. Mais même dans des pays, on va dire par exemple d'Europe de l'Ouest, donc qui peuvent se ressembler, la manière de compter n'est pas la même non plus. Par exemple, les Allemands, dès le début, ont compté tous les malades morts avec la Covid. Ça ne veut pas dire mort de la Covid, ça veut dire mort avec la Covid. Donc une personne très âgée qui a la Covid et qui décède, elle est comptée comme décédée avec la Covid. On ne se pose pas la question de savoir si c'est la Covid qui l'a tuée ou une autre pathologie. En France, on n'a pas fait ça. On a d'abord exclu les EHPAD. Et puis après, on a compté que les gens malades de la Covid. Donc ça a eu tendance à diminuer le nombre de victimes, qui était très très important. Et donc les comparaisons internationales n'ont pas de sens. Victimes dans les grands pays que dans les petits pays.
il y a plus de victimes aux États-Unis qu'au Luxembourg, je peux vous le garantir. Mais c'est évident, il faut comparer pour des proportions égales, par exemple pour 100 000 habitants. Là, quand j'entends dire oh là là, aux États-Unis, il y a une deuxième vague qui arrive, c'est catastrophique, il y a des milliers de morts, bah oui. La deuxième vague, eux l'ont pas encore eue et nous, on l'a déjà eue. On est plutôt elle est plutôt derrière nous maintenant, alors qu'eux, elle est plutôt devant eux. Et donc oui, il va y avoir des morts aux États-Unis dans les jours qui viennent, c'est évident. Sur la Covid, voilà deux graphiques. Un premier graphique d'un pays honnête. Donc vous voyez que il y a peu de victimes de la Covid jusqu'au mois de mars, avril. Après, ça augmente régulièrement, c'est la première vague. Puis ça se stabilise. Et enfin, on voit bien que peu avant, enfin toute fin juin, ça remonte un peu. C'était le déconfinement. Ce pays-là, c'est l'Allemagne. On voit le graphique qui est très cohérent. La France, c'est ça. Ça, c'est les vrais chiffres de la France. Et je vais vous le zoomer un peu parce que pour que vous puissiez bien voir. Donc, le premier décrochage que vous avez ici, ça, c'est quand on s'est mis à compter les EHPAD qu'on ne comptait pas avant. Et puis ici, on a fait un deuxième rattrapage parce que je pense qu'on n'a pas compté tous les EHPAD. Ici, vous voyez des petits phénomènes curieux. On avait l'impression que ça allait se calmer et puis ça repart après. On a un deuxième phénomène ici. On avait l'impression que ça se calmait et que ça repart après. Donc ici, où ça avait l'air de se calmer un peu, c'est peu de temps avant l'intervention d'Emmanuel Macron. Et là où ça avait l'air de se recalmer encore un peu, c'est peu de temps avant l'intervention d'Édouard Philippe. C'est-à-dire que pour ne pas déplaire aux politiques, on a volontairement montré une situation faussement améliorée. C'est pas ça les chiffres. Les chiffres, c'est pas de faire plaisir aux politiques, ça devrait être de refléter la réalité. On a même eu dans les chiffres officiels, si vous vous amusez à regarder, le 19 mai, on a eu 217 ressuscités. Vous voyez, ça, c'est les chiffres officiels de la Covid. Le 19 mai, allez voir, il y a moins 217 décès. Donc, on a 217 personnes qui ont ressuscité. Ça n'a perturbé personne. Moi, quand on me donne des chiffres en disant, voilà, on a 217 morts de moins que hier, j'ai envie de dire, expliquez-moi, c'est quoi le problème? Mais non, là, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, ça se traduit bien d'un point de vue graphique, hein, quand on voit le nombre de victimes par jour, le nombre de cas par jour. Quand on va en Grande-Bretagne, j'ai pris la Grande-Bretagne, mais il y en a d'autres, on voit que le graphique est très cohérent et on voit bien les deux vagues. Et en France, on voit un graphique qui est un peu du n'importe quoi. Et vous voyez les échelles, hein, vous voyez ici, on a eu 30 000 personnes d'un coup. Je pense que c'est un rattrapage. Puis après, ça redescend en pic. Et puis là, on a des choses qui sont particulièrement curieuses, quoi. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Donc, j'ai réactualisé l'info. Donc, ça, c'était le 8 décembre. Donc, c'était en tout début de semaine. Et en tout début de semaine, Santé publique France a changé la manière de compter, pour la énième fois, hein, pour diminuer fortement le nombre de cas positifs. Et le nombre de cas positifs est passé de 10,7 à 6,3. Donc, vous voyez, quasiment divisé par deux. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, s'ils diminuent le nombre de positifs et le nombre de cas, c'est qu'ils ont pour intention d'assouplir le confinement et de préparer les chiffres pour pouvoir prendre la décision politique. Mais c'est bidon. La manière de compter ne devrait pas intégrer la dimension politique, c'est l'inverse. 2 jours après, le 10 décembre, nouvelle publication, j'ai mis les liens, vous pourrez les revoir, nouvelle publication que peu de médias ont repris finalement. Santé publique France a encore changé la manière de compter et ça a eu pour conséquence d'augmenter fortement le nombre de cas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben non, alors je pensais qu'ils allaient déconfiner un peu, mais là, manifestement, vu qu'ils veulent reconfiner, ils expliquent que la situation est dramatique et catastrophique. Donc vous pourrez retrouver ces sources-là. Je trouve ça euh, plutôt dangereux et désagréable. Et parfois, de temps en temps, ils reconnaissent des erreurs. Par exemple, là, ils ont reconnu que les chiffres étaient mauvais pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'ils avaient oublié de compter quelques hôpitaux. Voilà. Donc, on sent que les chiffres, c'est un peu du n'importe quoi, c'est un peu du bidouillage. Ça éclaire un peu quand même, mais j'ai beaucoup de recul et beaucoup de prudence par rapport aux chiffres. Alors, toujours dans les erreurs, vous voyez des petites choses comme ça. Par exemple, ça, c'est BFM.
Donc BFM et CNews, c'est du bonheur hein, pour voir de la fausse info. Vous voyez que êtes-vous pour ou contre la grève? Donc contre la grève, 48%, en rouge, hein, toujours, hein, rappelez-vous, le rouge, la colère. Et donc 48%, ça fait plus que la moitié. Donc BFM s'était excusé après en disant non, non, mais on est désolé, c'est à cause d'un stagiaire qui était venu, il s'était trompé, etc. Bon, ok. Sur CNews au mois de mai, rappelez-vous les élections européennes, et quand vous voyez le graphique qui était publié comme ça, vous voyez que Nathalie Loiseau de La République En Marche a l'air d'être plus grande avec ses 21,5% que Bardella avec ses 23%. C'est parce qu'ils ont mis les chiffres sur fond noir au lieu de les mettre sur fond neutre. Et en réalité, le graphique s'arrête bien à la zone de couleur bleu, violet ou bleu clair. Si le journaliste ou celui qui a fait le graphique avait été honnête, il aurait dû mettre ça. Et là, on aurait vu que le Rassemblement national était devant La République En Marche. Et même là, il y avait un deuxième problème, donc là, on est vraiment dans la manipulation, c'est que vous voyez que si ce que fait Nathalie Loiseau, ça représente 21%, ben, ce que fait le dernier, ça ne peut pas faire 15%. 15%, c'est à peu près les trois quarts de 21%. Et là, on est beaucoup plus. Et effectivement, quand on mesure, on se rend compte que 1% des voix, c'est 7,5 pixels pour Nathalie Loiseau et c'est 9 pixels et demi pour François-Xavier Bellamy. Donc là, c'est vraiment de la manipulation. Et le vrai graphique tel qu'il aurait dû être fait était celui-là. Alors, je ne fais pas d'opinion là-dessus. Hein. C'est pas, je ne suis pas pour ou contre telle partie. Je pense que les chiffres sont porteurs de vérité et qu'il ne nous appartient pas de bidouiller les chiffres en fonction de nos opinions. Sur LCI, au moment de Noël, donc il y a un an, rappelez-vous, il y avait des manifs sur la réforme des retraites. Et LCI, donc c'était TF1, hein, ils sont bien aussi, eux, ont titré Grève, la bascule de l'opinion. Et voilà ce que les journalistes de LCI ont publié en disant voilà, ça y est, l'opinion est en train de basculer, les gens étaient contre la réforme et donc pour les grévistes. Et regardez maintenant, l'opinion change. Effectivement, quand on regarde rapidement, soutien à la grève 31%, opposé ou hostile à la grève 19 plus 15, donc 34%. Et quand on voit ça, surtout avec un titre qui est la bascule de l'opinion, on se dit effectivement, les gens deviennent hostiles à la grève. Ce que les journalistes n'ont pas dit, c'est qu'il y avait une catégorie qui n'est pas représentée ici, qui était la sympathie à la grève. Et sympathie à la grève, c'est 20%. Donc il y avait un soutien massif de la population à la grève et donc contre la réforme des retraites. Mais cette manière-là de présenter et de manipuler l'opinion est assez grave de mon point de vue. Ça, par contre, c'est beaucoup plus du type de l'erreur, même si c'est Le Figaro et on peut se demander si l'erreur est volontaire ou non. Faut-il taxer les entreprises? Oui, 61% en tout petit et en gris. Non, 39% en très grand et en bleu. Ou alors le JDD, hein, voilà, êtes-vous satisfait ou pas d'Édouard Philippe comme Premier ministre? Total des satisfaits, 34%, total des mécontents, 62%. Et de toute évidence, 62%, ça fait autant que 34, puisque c'est à peu près moitié-moitié. Alors, ils ont publié un erratum quelques jours après, mais qui a été très très peu suivi. Et il y a toujours beaucoup plus d'impact à publier un chiffre initial que de corriger un erratum. Voilà un autre type de tromperie, c'est sur le prix du gaz. C'est un sujet qui m'agace encore, même encore aujourd'hui. Il y a quelques années, on avait augmenté le prix du gaz de presque 10%, 9,7. Et le président du consortium qui fait les tarifs a expliqué et a dit, voilà, le prix du gaz, il y a une formule de calcul, elle est totalement transparente. Dans le cas présent, on a grosso modo 4% liés au transport et 6% liés au gaz. Et comme le gaz a augmenté de 6% et le transport de 4%, ça fait 10%. Depuis quand 6% d'un morceau plus 4% d'un autre morceau, ça fait 10% du tout? C'est comme si je disais, tiens Valérie, je vais t'augmenter de 4%, tiens Agnès, je vais t'augmenter de 6%. Alors, vous êtes content? Vous avez eu 10% d'augmentation?
on ne cumule pas les pourcentages quand ils portent que sur une partie, ça n'a pas de sens. Ben, ça s'est passé. En tout cas, le Figaro a repris ça. Le même bonhomme a été repris dans Le Point ou dans d'autres revues pourtant plutôt neutres ou plutôt honnêtes. Et il dit voilà, en moyenne, cette hausse représentera 10 € hors TVA, tout est dans le détail, pour 1,5 million de personnes. Et pour ceux qui ont en plus l'eau chaude, en plus de la cuisine, ce sera 21 € par an. On se dit 21 €, bon, ok, c'est pas énorme, ou même 10 €, on se dit c'est 80 centimes par mois, c'est pas énorme, c'est acceptable. Sauf que ces chiffres-là ne reposent sur rien, c'est bidon. En moyenne, la facture de gaz, elle est de 1 600 € par an, et 10% de 1 600 €, chez moi, ça fait 160 €. Je vais me faire plaisir, je vais vous parler des fausses corrélations et des problèmes d'induction et de l'effet cigogne. L'effet cigogne, d'ailleurs, c'est de là que vient l'histoire des cigognes et des bébés, c'est que les gens avaient remarqué que dans les campagnes où on voyait beaucoup de cigognes, il y avait beaucoup de bébés. Et à l'époque, les gens ont fait la corrélation, on dit, ah bah tiens, s'il y a beaucoup de bébés et beaucoup de cigognes, c'est sans doute que les cigognes apportent les bébés. Et c'est ça l'idée, c'est de dire, on fait des fausses corrélations entre des événements. Donc voilà un exemple. Et voilà la règle d'or. La règle d'or, c'est corrélation n'est pas causalité. Ce n'est pas parce qu'on voit une corrélation entre deux événements qu'il y a une causalité entre les deux. Voilà par exemple un graphique qui a beaucoup circulé, qui montre que l'Allemagne a profité à plein de la création de l'euro. Et on vous montre la production industrielle, les chiffres sont vrais, hein. La création de l'euro, et après on voit que l'Allemagne grimpe en flèche, et que les autres pays descendent en flèche. Vous avez la France, l'Espagne et l'Italie. Ces données-là sont vraies, hein, vous pouvez les vérifier, je les ai vérifiées d'ailleurs, elles sont authentiques. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Allemands ont peut-être pris des mesures économiques, les Allemands ont peut-être construit, ont peut-être investi, ont peut-être fait un tas de choses qui expliquent que leur production industrielle s'est développée. Le fait de mettre la création de l'euro là, ça induit que l'euro est la cause de la décroissance française et de la croissance allemande, alors que rien ne le prouve. Alors moi, je me suis amusé, je me suis dit, puisque les, les sites d'extrême droite ont tendance à dire que c'est la faute à l'euro, et ben moi, je veux dire que il y a eu un autre événement, c'est la faute de la fin des minicums. Et vous voyez, hein, depuis qu'il y a eu la fin des minicums, ben rien ne va plus en France, alors que tout va pour l'Allemagne. Et la fin des minicums, je suis sûr que c'est un coup des Allemands. Voilà. On peut mettre n'importe quel phénomène qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une causalité. Donc voilà un autre exemple de corrélation bidon. En tout cas, je me suis amusé, mais celle-là, elle m'intéresse quand même. C'est une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel par 10 millions d'habitants. Et donc, plus vous mangez de chocolat, plus vous avez de chances d'avoir un prix Nobel. C'est peut-être pour ça que je mange beaucoup de chocolat. En tout cas, ça me va comme explication. Voilà une autre corrélation qui est totalement bidon, qui est le nombre de restaurants McDonald's et le nombre de cas de Covid. C'était au tout début de l'épidémie. Alors évidemment, il y a beaucoup de Covid dans les pays les plus peuplés, et cette corrélation, elle est complètement fictive. C'est que bien évidemment, si on compte en nombre de cas, qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de cas qu'au Luxembourg, et aux États-Unis, il y a beaucoup plus de McDonald's qu'au Luxembourg. Cette corrélation, elle est complètement fictive. Voilà deux graphiques très très fortement corrélés. Vous voyez que quand l'un diminue, l'autre diminue. Quand l'un remonte, l'autre remonte. En réalité, c'est la consommation de margarine par habitant et le taux de divorce dans le Maine. Corrélé à 99%. Hein. Donc corrélation n'est pas causalité. Voilà encore une, mais il y en a plein. Je vous ai mis un lien, vous pourrez en trouver plein. C'est très 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 drôle. Corrélé à 99%. Entre les dépenses en sciences, espace et technologie et les suicides par pendaison, strangulation et suffocation. Très corrélé. Ou alors, en France, le vote Front National à droite et la gastro à gauche. Très corrélé. Là, par contre, on peut se demander s'il y a corrélation ou pas, s'il y a causalité ou pas. Alors, on va venir aux indicateurs que tout le monde connaît et que tout le monde pense connaître et que tout le monde ne maîtrise pas forcément.
Le premier concept que je vais vous évoquer ici, c'est ce qu'on appelle les indicateurs Pastex. C'est juste pour que vous ayez le nom. L'idée de l'indicateur Pastex, c'est que comme on est dans des gestions en entreprise qui sont de plus en plus analysées à travers des indicateurs, eh bien les gars se débrouillent pour que l'indicateur soit toujours vert, même si à l'intérieur tout est au rouge et rien ne va. C'est ça le principe de l'indicateur Pastex. C'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, c'est un terme technique. Et l'idée, c'est de dire qu'on se débrouille pour que l'indicateur soit vert, même si à l'intérieur, rien ne va. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, les gens qui doivent passer X appels par jour vers une clientèle, quand ils sentent que ça ne va pas, qu'ils n'ont pas leur quota, qui serait dans le rouge, eh ben, ils font un numéro de téléphone et ils raccrochent tout de suite. Comme ça, ils atteignent leur quota directement. Le seuil de pauvreté, tout le monde parle du seuil de pauvreté. Je vois régulièrement la presse d'extrême gauche qui dit oui, regardez, on a autant de pauvres que dans tel pays, et puis ils prennent des pays d'Afrique noire très pauvres ou des pays des îles où c'est la misère. Mais c'est quoi le seuil de pauvreté? Alors il y en a plusieurs, mais celui qui est utilisé de manière courante, c'est la moitié du revenu médian d'une population. Donc en France, le revenu médian, il doit être dans les 1500 euros. Et donc en France, on est pauvre dès qu'on gagne moins de 700 euros. Voilà. Ça, c'est le seuil de pauvreté. Mais le seuil de pauvreté, il est proportionnel au revenu de chaque pays. Et franchement, je préfère de loin être pauvre en France qu'être pauvre dans un pays d'Afrique noire très pauvre, par exemple, ou au Bangladesh, ou en Inde, ou des pays comme ça. Pareil pour le QI, j'en ai parlé lors de la première conférence. Le QI, il est étalonné comment? Il est construit pour mesurer 100 dans chaque pays, avec un écart type de 15, sauf aux États-Unis. Mais il est construit pour valoir 100 dans chaque pays. Donc, les comparaisons internationales ne peuvent pas avoir lieu, puisque par construction, le QI vaut 100 en moyenne. Et le corollaire de ça qui m'amuse toujours, c'est de dire votre QI peut changer en changeant de pays. Voilà. Alors rassurez-vous, ça ne changera qu'à la marge, hein, mais voilà, tout ça, ce sont des indicateurs construits, et quand on parle de ces indicateurs, il faut bien comprendre ce qu'ils représentent. Sur le seuil de pauvreté, ce qui est intéressant, c'est de mesurer la proportion de la population qui passe sous le seuil de pauvreté en France, d'une année sur l'autre, mais pas de nous comparer avec d'autres pays. Sur le QI, ça va être un peu pareil. La comparaison avec d'autres pays n'a pas de sens. Il y aura toujours 2% de HQI, quel que soit le pays. L'inflation, vous connaissez l'inflation? On la calcule comment, l'inflation? Alors, les meilleurs d'entre vous ont pensé avec le panier de la ménagère. Et là, je sors mon arme secrète. Il y a quoi dans le panier de la ménagère? Eh bien, vous devez savoir que tous les gouvernements français, sans exception, ont bougé, rebougé, bidouillé, rebidouillé le contenu du panier de la ménagère en fonction de leurs intérêts propres. Tous les gouvernements, sans exception. On veut augmenter fortement le tabac et l'alcool, et ben on va les retirer provisoirement du panier de la ménagère pour pas que ça fasse d'impact sur l'inflation. Ah, on veut que l'inflation reparte à la hausse ou à la baisse, donc on va réintégrer ou retirer tel ou tel truc. Et voilà comment on joue d'un indicateur standard. Alors voilà quelques exemples. J'ai pris les vrais calculs de l'inflation et les paramètres qui sont utilisés. J'ai pris un salaire de 2500 euros. Si vous gagnez plus, vous faites une bête règle de 3. Si vous gagnez 5000 euros, vous multipliez tout par 2. Et bien, d'après le panier de la ménagère, si vous gagnez 2500 euros, vous consacrez pour votre loyer 148 euros par mois. Vous consacrez 30 euros pour le gaz. Vous dépensez 186 euros pour l'hôtel, le restaurant, le café. Et ainsi de suite. 20 euros de coiffeur, etc. Quand on voit ça, on comprend pourquoi le prix du gaz a pu augmenter de 10%, c'est un impact nul, et pourquoi la TVA sur les hôtels, restaurants, cafés a baissé de 10%, parce que là, ça a eu un impact fort. Et donc voilà comment on bidouille l'inflation avec des mesures sur des indicateurs qui ne représentent plus rien. Si je vais dans le détail, voilà les chiffres de 2013. Vous voyez qu'il y a un poste qui est déflationné, c'est-à-dire qui diminue l'inflation et fortement. Il est en jaune ici, à moins 9,6% pour lui entier. C'est le poste communication. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous passez d'un débit
de 2 mégas à 4 mégas, eh bien, on considère que vous en avez 2 fois plus pour le même prix, et donc ça a un impact. Vous avez doublé votre pouvoir d'achat sur ce poste-là, et donc c'est déflationniste, ça diminue l'inflation. Il y a des choses comme ça très très étonnantes dans le calcul de l'inflation, qui conceptuellement peuvent se concevoir, mais qui, d'un point de vue pratique, ressemblent plus à du bidouillage qu'autre chose. Un autre truc que j'avais envie de vous présenter, c'est le paradoxe de Simpson et les erreurs dues à la moyenne globale. Alors c'est un peu compliqué, ça vaudrait presque le coup de faire une conf là-dessus en entier, mais grosso modo, on peut se tromper en regardant la moyenne globale d'une population plutôt que de regarder des moyennes de sous-population qui, elles, vont être plus pertinentes. Et c'est un truc qui est très perturbant. Alors, je vais vous l'amener tout doucement. Le premier exemple, c'est moi qui l'ai extrait de mon journal La Voix du Nord. Et ils expliquaient dans La Voix du Nord, après les élections municipales, que en gros, les nouveaux maires avaient 7 ans de plus, donc étaient plus vieux. Pardon, les nouveaux maires avaient 7 ans de moins que les maires réélus, qui avaient donc 7 ans de plus. Sauf que le mandat d'un maire, c'est de 6 ans. Donc, grosso modo, la différence d'âge s'explique principalement par le fait d'avoir déjà été élu et d'avoir déjà fait au moins un mandat. Et ce que je voulais vous amener ici, c'est qu'on a ici un facteur qui s'appelle le facteur de confusion qui va influer les moyennes. Et donc, la moyenne en soi n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux des moyennes séparées chaque fois qu'on peut. J'ai un deuxième exemple qui est celui-là, toujours pour vous sensibiliser au paradoxe de Simpson. Admettons qu'on est dans une entreprise, il y a 1000 techniciens et 100 cadres. Un technicien gagne 1000 euros, un cadre gagne 2000 euros. Chiffre inventé. Le salaire moyen, vous pouvez vérifier, sera de 1091 euros. L'entreprise décide de licencier des techniciens et de diminuer le salaire de tout le monde, sans exception, de 10%. Et donc, il y a 800 techniciens licenciés qui gagnent maintenant chacun 900 euros et 100 cadres qui ont eu également 10% en moins, qui gagnent 1800 euros. Et bien, le salaire moyen, il est passé de 1091 euros à 1200 euros. Parce qu'on a un phénomène de structure. Donc, ça s'explique assez bien. Hein. Vous voyez qu'avant, j'avais 10 techniciens pour un cadre, et là, j'ai 2 techniciens pour un cadre. Donc, on sent bien que l'erreur, enfin pas l'erreur, mais la différence vient de là. Prenons maintenant un autre exemple. Prenons un hôpital A et un hôpital B. Au hasard, prenons un hôpital parisien, un hôpital marseillais. Et dans ces hôpitaux, on met des personnes avec des formes bénignes d'une maladie, vous voyez où je veux en venir, et des personnes qui ont une forme grave de cette maladie. Les personnes qui ont la forme bénigne, eh bien, vous voyez que leur intérêt en taux de survie, c'est d'aller dans l'hôpital A. Parce que dans l'hôpital A, elles ont 98% de chances de survivre, alors que dans l'hôpital B, seulement 97%. Les personnes qui ont la forme grave de la maladie, eh ben, c'est encore l'hôpital A, puisque là, il y a 53% de survie contre 30% dans l'hôpital B. Donc, dans tous les cas de figure, vous allez me dire, que la maladie soit grave, enfin, soit sous sa forme grave ou sous sa forme bénigne, eh ben, de toute façon, c'est toujours l'hôpital A qui est le plus intéressant. Faisons le total. Si vous faites le total, eh bien, vous pourrez revérifier tranquillement, c'est l'hôpital B qui est mieux classé avec une survie globale de 90%. C'est ça le paradoxe de Simpson. Alors, je vous dis tout de suite que le tableau d'en bas n'est pas bon à interpréter, qu'il faut toujours préférer des moyennes locales, c'est ce que j'ai fait dans les 2 tableaux vert et rouge, à une moyenne globale qui va embarquer des erreurs. Mais vous avouerez que c'est très étonnant de dire que j'ai une sous-population qui me dit qu'il faut aller dans l'hôpital A, une deuxième sous-population qui me dit qu'il faut aller dans l'hôpital A. Et quand je mélange les deux, ma conclusion est inversée. Il y a un deuxième exemple qui est extrait d'une très bonne vidéo de Science Étonnante que je vous ai mis là, qui est pareil avec les tumeurs. Les tumeurs peuvent être traitées par médicaments ou par chirurgie, elles sont grosses ou petites. Donc vous avez en vert la réussite du traitement, en rouge l'échec. Les grosses tumeurs,
En médicaments, 49%. En chirurgie, 63%. Donc, on va dire qu'on va faire de la chirurgie. Les petites tumeurs, ça va être pareil, 82% de réussite quand c'est traité en médicaments, 90% quand c'est traité en chirurgie. Et donc, à nouveau, le meilleur traitement, c'est la chirurgie. Si je mélange mes populations et que j'additionne tout le monde, le traitement par médicament est efficace à 76% et le traitement par chirurgie à 66%. C'est parce qu'à nouveau, il y a un facteur de confusion. C'est un truc qui est subtil, mais je veux juste vous sensibiliser à ça. Vous irez voir la vidéo qui explique ça plutôt bien d'ailleurs. Ça s'appelle le paradoxe de Simpson. C'est contre-intuitif au possible et c'est très lié aux structures de population. Vous voyez ici, vous avez plutôt les petites tumeurs qui ont été massivement traitées par médicaments. Vous voyez ici, il y a 700, 800 même individus. Et les grosses tumeurs ont été traitées massivement par la chirurgie, alors que de l'autre côté, les effectifs sont très faibles. Et donc cet effet de diagonale-là, c'est ça qui va expliquer ce phénomène-là. Les analyses biaisées. Est-ce qu'il y a une différence de salaire homme-femme tel qu'on l'a dit? Je vais me faire des ennemis. Pour moi, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. C'est que si on compare à travail égal, si on garde à temps plein égal, c'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui est à temps partiel gagne moins que quelqu'un qui est à temps plein. Si on regarde à niveau de diplôme égal, si on regarde, c'est-à-dire que si on gomme en fait tout ce qui n'est pas lié au sexe, ben, la différence, elle est dérisoire. Calculer la moyenne globale d'une population, c'est une erreur. C'est une erreur, ça relève du dogme ou de ce qu'on veut. C'est bidon, c'est une manière d'influencer les gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème ou de différence de salaire entre hommes et femmes. Je dis que la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Une autre problème d'analyse, c'est le Shinkansen. Je peux vous raconter une anecdote qui est authentique. J'ai eu l'occasion, je fais partie d'une association de gens qui défendent les usagers des transports, donc plutôt contre la SNCF. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de l'autorité de régulation des transports. Et je lui dis, un peu agacé, je lui dis, écoutez, monsieur, comment ça se fait qu'en France, on est en retard tous les jours, et au Japon, le Shinkansen japonais, qui est le TGV japonais, en moyenne, il a un retard de 6 secondes par an. 6 secondes par an. Et le gars me dit, mais très sérieusement, il me dit, mais monsieur Nakache, c'est normal. Prenez le TGV Paris-Lyon, qui représente à peu près la même distance que le Shinkansen Tokyo-Kyoto, grosso modo 500 km. Il me dit, le prix du billet du Shinkansen est 2 fois plus élevé que le prix du billet du TGV. Et là, je me suis pincé les lèvres, mais au fond de moi, j'avais envie de lui dire, mais mon pauvre monsieur, le salaire des Japonais, c'est 2 fois le salaire des Français. Donc, tout coûte 2 fois plus cher au Japon que ce qu'on a en France. C'est pas propre à leur train. Et donc, le problème reste entier. On a bien des problèmes structurels ou d'organisation à la SNCF, et dire que le simple prix résoudrait tous les problèmes, c'est une erreur. Et donc, faut pas, c'est un peu ma conclusion, il ne faut pas qu'un calcul soit mathématiquement juste, il faut qu'en plus, il soit pertinent. Si vous prenez le salaire des femmes en moyenne dans une entreprise et le salaire des hommes en moyenne dans une entreprise et que vous comparez sans gommer les effets d'âge, sans gommer les effets de temps partiel ou de temps plein, sans gommer les effets liés au poste, eh ben vous aurez des écarts et c'est presque normal, quoi. Et je pense qu'on aurait les mêmes écarts si on faisait les barbus et les pas barbus, les porteurs de lunettes ou les pas porteurs de lunettes, ou les grands et les petits, ou les gros et les maigres, enfin tout ce qu'on veut. On trouverait forcément des différences. Je me suis amusé également à vous parler des moyennes moins connues. Et comme on amène ça, je vais vous poser un petit problème. Là, c'est vraiment récréatif, hein. Vous avez 2 bateaux qui font un trajet aller-retour. Un bateau à moteur, je vous l'ai mis en kilomètres-heure, hein. Je suis désolé, il y a des mesures pour les vitesses de bateau, mais je maîtrise moins. Un bateau à moteur qui fait 30 km à l'heure à l'aller et 30 km à l'heure au retour. Et puis un bateau à voile, à l'aller, il a un vent favorable, il fait du 40 à l'heure, et au retour, il fait du 20 km à l'heure. Les 2 bateaux partent d'un point, mettons de Brest,
à La Rochelle, tiens. Ils partent de La Rochelle, ils vont quelque part et ils reviennent à La Rochelle. Ils partent en même temps, ils suivent la même trajectoire. Lequel revient le premier et pourquoi? Vous voyez que sur un problème posé comme ça, spontanément, même si on sent le piège, parce qu'il y a un piège, on fait la moyenne. Et on dit le bateau à moteur, il fait 30 à l'heure à l'aller, 30 à l'heure au retour, il va à 30 km à l'heure en moyenne. Le bateau à voile, il fait 40 plus 20, 60 divisé par 2, 30 km à l'heure en moyenne. Ma foi, c'est pareil, 30 à l'heure et 30 à l'heure. Alors, prenons un petit exemple. Imaginons que la distance à parcourir soit de 120 km. Le bateau à moteur, pour faire 120 km, il va mettre 4 heures à l'aller, et pour faire 120 km, pour revenir, il va mettre 4 heures. Au total, il va mettre 8 heures. Le bateau à voile, pour faire 120 km à l'aller, il va mettre 3 heures. Pour faire 120 km au retour, il va mettre 6 heures. Et au total, il va mettre 9 heures. Donc, vous voyez que quand on prend un exemple quelconque, eh bien, on voit que le bateau à moteur va plus vite que le bateau à voile. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on manipule des vitesses. Et une vitesse, c'est des kilomètres ou une distance sur un temps. Et vous savez, je pense depuis la 5e, que je peux additionner des fractions que si le dénominateur est commun. Or ici, ce qui est commun aux deux bateaux, c'est la distance, c'est pas le temps, c'est le numérateur qui est commun et je n'ai pas le droit de calculer la moyenne telle qu'on le fait là. On est obligé de calculer une autre moyenne, qui est la moyenne harmonique, l'inverse des moyennes. Et donc, si je fais le calcul qui doit être posé, donc M, c'est ma moyenne. Donc, pour le bateau à moteur, j'ai 1 sur M plus 1 sur M, donc trajet aller, trajet retour, égale 1 sur 30 plus 1 sur 30. Donc, ça fait 2 sur M égale 2 sur 30. Donc, il va bien à 30 km à l'heure de moyenne. Pour le bateau à voile, j'ai 1 sur M plus 1 sur M, toujours pareil, aller et retour, égale 1 sur 40 plus 1 sur 20. Et quand je résous cette petite équation, ça me donne une vitesse moyenne de 26 km à l'heure. Et donc le bateau à voile arrivera après, parce qu'en moyenne, il sera plus lent que le bateau à moteur. Ce type d'erreur, où on additionne des fractions qui ne sont pas communes, je le vois tout le temps. Et ça m'agace. Je me suis même payé un jour quelqu'un du contrôle de gestion qui est venu me voir la bouche en cœur en disant « Ouais, monsieur Nakache, voilà, vos indicateurs, ils sont pas bons, etc. Donc, il faudrait faire des efforts, améliorer. » Je lui ai dit « Attendez, venez me voir. Montrez-moi d'abord vos indicateurs et comment ils sont calculés. Et après, voilà. Et après, je vais expliquer pourquoi c'était faux. Et donc, à partir du moment où ces indicateurs sont faux, ils ne représentent que rien. Et dans ces cas-là, ils ont toujours l'argument qui est oui, mais ça donne quand même une image. Et non, je suis désolé, un truc qui est faux mathématiquement, c'est juste faux. Ça reflète rien d'autre que l'erreur. Bon, depuis, elle ne me parle plus, mais c'est pas grave, c'est un autre débat. Mais si vous voulez, dans le contrôle de gestion, dans des calculs que je vois souvent d'indicateurs en entreprise, la plupart des indicateurs sont faux, même si l'effet est bénéfique. C'est que quand, à force d'aller voir les gens, de leur dire faites des efforts, ça produit des efforts. Et pour moi, c'est très curieux de voir qu'avec des chiffres faux et des raisonnements faux, on arrive finalement à avoir des résultats optimisés ou améliorés. Et donc, sur les problèmes des bateaux, bah, c'est simple, hein. Demain, vous penserez à moi si on vous dit, bah, tiens, tu peux acheter soit 2 imprimantes qui font chacune 30 pages par minute, ou alors une imprimante méga rapide qui fait 40 pages par minute et l'autre qui fait 20 pages par minute. Et puis, ma foi, bah, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Bah, vous prenez les deux à 30, hein, vous irez plus vite. Enfin, il y a les chiffres qui veulent rien dire. Donc ça, c'est des chiffres qui, pour moi, n'ont aucun sens. Le premier, c'est les Français ne travaillent que 630 heures par an, un record selon l'OCDE. Ils ont pris le volume total estimé d'heures de travail et ils ont divisé par le nombre de Français. C'est-à-dire que, et on obtient 630. Ce chiffre-là, il veut juste dire qu'il y a beaucoup de chômage en France. C'est que si on compte les heures travaillées et qu'on divise par le nombre d'individus, chômeurs compris, ça ne veut rien dire. Et le deuxième, c'était un ami qui s'était un peu moqué de moi, qui était très macronien, et qui me disait, regarde Didier, ça y est, regarde Macron, Sécu, le premier budget en excédent depuis 18 ans.
Et je lui dis, tu sais, moi, des budgets en excédent, ça veut rien dire, hein. On va attendre de le réaliser et puis on va voir. Puis je croyais pas si bien dire parce que il y a eu le gilet jaune, il y a eu la Covid et le budget de la Sécu, il a complètement explosé. Mais vous voyez que faire des annonces comme ça veut rien dire, quoi. Faut garder l'esprit critique. Et ce que je trouve le plus abject, c'est des journaux comme Challenge qui, au final, finissent par dire et par conclure, non, non, mais le pouvoir d'achat augmente, mais c'est votre perception qui est mauvaise, vous vous en rendez pas compte. En réalité, oui, le pouvoir d'achat augmente en moyenne, on revient à ces problèmes de moyenne, et il augmente en moyenne pour certains, mais pas pour d'autres. Et donc la question, c'est que si vous êtes dans ceux qui ont bénéficié de la hausse du pouvoir d'achat, vous êtes content. Si vous êtes dans le groupe autre, eh bien, vous allez dire, ben non, je ne le vois pas. Voilà. Alors ma conclusion, elle est un peu longue, c'est les bonnes pratiques. C'est quand on veut mesurer quelque chose, c'est très compliqué. Et voilà les petites questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer, comment on le mesure, est-ce que les indicateurs sont pertinents, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, est-ce qu'on a des données fiables, est-ce qu'il y a des biais possibles, et des biais, il y en a plein, est-ce qu'il y a un facteur de confusion, est-ce que les calculs sont évalués, ce que font rarement les politiques, et surtout, et c'est pas à vous, médecins, que je vais dire ça, systématiquement, faites preuve de discernement et d'esprit critique, servez-vous de votre cerveau, quoi. Voilà. Et puis ma petite conclusion perso, c'est, je l'aime bien celle-là, c'est tout est mathématique, alors ne les maltraitez pas. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez, on peut passer aux questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vois qu'il y a des commentaires. Merci beaucoup. Ah oui, Thomas, tu as raison sur le biais du survivant. C'est exactement ce que tu racontes. C'est sur l'avion au départ. Mais on s'est rendu. Alors, ça a été identifié au moment de l'avion. Et après, on s'est rendu compte que bien sûr, ce biais existait avant qu'il ait été formalisé. Ok. Mais tu as raison hein, sur ce biais. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait, Valérie, on pourra en reparler après. J'ai une conférence sur les biais par rapport à la Covid. Tu m'avais dit. Oui, oui. Donc, moi, je vais commencer par te remercier. Ceux qui n'ont pas le micro peuvent user de leur petite icône d'applaudissement. Donc, merci beaucoup. Merci. C'était fort intéressant avec des illustrations particulièrement marquantes et surtout actuelles. Donc, ça, c'est vrai que ça avait un côté très sympa. Donc, je vous propose qu'on fasse comme la dernière fois, à savoir qu'on prenne une sorte de tour de parole, alors qui va être, je dirais, conditionné à ma visualisation de ce que je vois apparaître. Donc, ne vous vexez pas si je ne vous interroge pas tout de suite. Donc, vous avez une petite main au moins par le bas, parce que j'arrive... Là, à nouveau, je n'ai pas la même bleue. Alors, ceux qui l'ont, utilisez-le là. Sinon, utilisez... je ne sais pas. Montrez-vous à la limite dans le chat. Alors, qui voudrait poser une première question? Je vais démuter. Je suis très... je ne pense pas qu'il n'y ait pas de questions. Donc là, pour l'instant, je ne vois rien apparaître. Si vous voulez poser la question oralement, vous avez la possibilité de vous démuter tout seul. Alors, j'aurais une question, Valérie. Anthony. Alors, merci beaucoup, Didier, pour cet exposé que je trouve très intéressant sur le fond et la forme. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question, ou plutôt voilà, une demande. J'aimerais que tu développes un peu plus ce syndrome du survivant. Alors, comme une personne dans l'audience, j'ai eu une association avec cette histoire d'avions qui étaient Oui, mitraillés sur certaines zones et pas, en c'est rapport avec, exactement ça l'histoire. en rapport avec ce syndrome. Alors, j'aimerais bien que tu nous en parles plus. Alors, le biais du survivant a été conceptualisé par un statisticien à la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a demandé à ce gars-là de renforcer les avions pour pas qu'ils se fassent descendre en vol ou en mer, ou au-dessus de la mer.
Et donc, il a regardé tous les avions qui revenaient, et tous les avions qui revenaient, il regardait les impacts de balles, et on voyait des impacts de balles comme ça, et il a fait une maquette d'avion, et il a dessiné avec un petit point rouge tous les impacts de balles des avions qui revenaient. Et donc, ses collègues lui ont dit, bah, c'est simple, maintenant que tu sais où les avions sont touchés, tu vas renforcer les zones où les avions sont touchés. Et le gars a pris tout le monde à contre-courant en disant, mais non, ça sert à rien, parce que là où les avions sont touchés, ce sont les avions qui sont revenus. Donc ceux qui ne sont pas revenus, c'est parce qu'ils ont été touchés dans les zones autres. Et il a renforcé les zones qui n'étaient pas touchées par les autres avions. Et ça a très très bien marché en fait. Et le biais du survivant, c'est ça, c'est que on a une vision qui est faussée par rapport à ce qu'on voit. C'est un biais de sélection. Et quand on ne regarde que les avions qui reviennent, eh bien, effectivement, on tire une mauvaise conclusion. Mais si on regarde tous les avions, y compris ceux qui ne sont pas revenus, eh bien là, à ce moment-là, ça devient intéressant. Et la première illustration du biais de survivant, mais ce n'est pas parce qu'un biais a été formalisé à un moment donné qu'il n'existait pas au préalable. Et l'exemple du casque Adrian est authentique, c'est que les médecins ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce casque? Maintenant, on a plein de fractures du crâne et plein de blessés à la tête. Et en réalité, le truc était très bête. C'était, bah ouais, mais avant, ces gens-là étaient morts, quoi. Merci Didier pour cette réponse. Je note que Thomas nous a fourni C'est un ça, lien c'est exactement ça. sur ce sujet-là, donc pour ceux Oui, qui veulent aller plus merci loin. Thomas. Alors, merci Thomas. Il y a Vincent qui nous dit qu'on peut lever la main dans le menu des participants. Alors, moi, je ne l'ai pas. Donc, j'imagine que c'est peut-être parce que c'est moi qui suis organisatrice. Donc, utilisez-la. Donc, la personne qui a la main levée pour l'instant, c'est Fernand. Fernand, à toi. Salut Fernand, content de te revoir. Salut Didier, salut Valérie, salut tout le monde. J'attendais de la neige, j'en ai, voilà. On a 10 bons centimètres Wow. de neige bien mouillée, bien lourde. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Simplement, c'est pas une question, je fais un pont avec une de tes précédentes conférences, je crois que c'était celle sur le QI où on parlait justement de la pathologisation des Ouais, HQI parce qu'en fait, il y avait un biais, c'est que en fait, les personnes qu'on allait pouvoir étudier, entre gros guillemets, c'était les personnes qui consultaient. J'ai ouais. l'impression que ça rejoint le biais du survivant. Est-ce que j'ai bien compris? Merci. Tu as parfaitement compris. C'est d'une manière générique ce qu'on appelle les biais de sélection. C'est que si tu ne vois qu'une sous-population, tu ne peux pas en conclure. Je vais même être un peu plus méchant, c'est que les gens de Mensa ne représentent pas les populations de HQI. On a 2% de HQI, on est 65 millions de Français, donc 66 millions. Donc potentiellement, il y a 1,3 million, structurellement, il y a 1,3 million HQI. À Mensa, on est 4 000. On ne représente pas les HQI. Alors, on représente certains HQI, bien sûr. Je ne doute pas qu'on soit tous, qu'on le soit tous, mais on n'est pas forcément représentatif et on peut représenter un biais de sélection. Merci. Merci Didier. Alors, il y a Adeline qui a posé une question dans le chat et ensuite il y a Thomas. Est-ce que tu arrives à lire la question, Didier? Oui, oui, c'est ça, parce que souvent, alors c'est le problème médical. C'est le problème des femmes avec les traitements par patch pour remplacer la production d'hormones, pour traiter notamment les problèmes liés, les problèmes hormonaux. Et on s'est rendu compte que ça avait un impact sur le nombre de cancers du sein. Et la vraie question, c'est que le taux de personnes qui ont développé un cancer du sein est passé de 4 à 5%. Et donc, ça fait plus 1%. Mais les chiffres qui ont été présentés, de 4 à 5%, ils ont dit, ça fait 25% en plus. L'honnêteté, c'est de présenter les deux chiffres. C'est de dire, le taux de personnes qui font un cancer passe de 4 à 5%, soit plus 25%. Si on dit
attention, si vous mettez des patchs, vous avez 25% de chance d'avoir un cancer du sein, c'est trompeur. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a le même problème avec l'aspirine 500 par rapport aux pathologies cardiaques. Le taux est ridiculement bas, mais on dit qu'on va gagner 30%. Et en réalité, on va faire passer de 0,6 à 0,4 le risque. Donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est un autre débat. C'est un débat économique après. Mais l'honnêteté intellectuelle, c'est de donner les deux chiffres. Alors oui, effectivement, on génère de la peur et des prises de décision irrationnelles parce que derrière, on vend du médicament, on vend du traitement, ou alors on fait des économies de médicaments ou de traitements. La raison économique est souvent sous-jacente aux décisions. Donc, merci Didier et merci Adeline pour tes 2 questions. Donc, on va donner la parole à Thomas maintenant. Je t'en prie, Thomas. Ok. Donc, je voyais Didier que tu avais cité la chaîne YouTube de Sciences Étonnantes. Ouais, j'en avais 2 autres à te suggérer ou à soumettre à ton avis qui sont la statistique expliquée à mon chat ouais, très bien. et Risque Alpha. Et là, Je ne connais pas celui-là. il y a en particulier un épisode qui explique cette histoire de risque. Enfin, je l'ai regardé, ça date de 2017. Et je pense que c'est dans le thème de la question d'Adeline. Je te colle le lien là. On est souvent dans une… Ah, merci beaucoup Thomas. On est souvent malheureusement dans une culture du buzz, avec des gens qui cherchent à faire du sensationnel et moi j'aime bien les chiffres parce que les chiffres normalement se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Ouais, Science for All, je connais, c'est bien. Il y a beaucoup de chaînes scientifiques et qui font de la vulgarisation scientifique. Science étonnante, j'aime bien parce que globalement, c'est très accessible. Je ne vous cache pas que le jour où il a traité mon sujet de prédilection, c'est-à-dire les réseaux de neurones en intelligence artificielle, quand j'ai vu la manière dont il a traité, je me suis dit, oh, le cochon, il prend quand même des sacrés raccourcis. Ça m'a un peu agacé. Et puis au final, il fait ça sur tous ses épisodes et globalement, bah, c'est bien parce que ça permet de prendre des trucs très techniques et de les rendre grand public. Donc, il a raison. Merci. Alors, Marc, qui lève une vraie main. À toi, Marc, vas-y. Il y a une 50aine d'années, il y avait des films d'animation qui s'appelaient les Shadok. Oui. Certains ont connu et d'autres ont connu peut-être plus tard, qui étaient faits par un certain monsieur Rouxel. Et donc, il voulait vulgariser beaucoup de choses. Et donc, j'ai 2 maximes Shadok qui correspondent à certains chapitres que tu as fait. Il y en a une, c'est les Shadok qui essayent de faire une fusée pour changer d'endroit. Et à chaque fois, la fusée, elle retombe, elle se casse et tout ça. Et ils disent, on continue et on fait lancement derrière lancement parce que plus ça rate, plus ça a des chances de réussir. C'est ça. C'est ça. Et puis l'autre maxime Shadok, c'est que pour faire le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Ouais. Mais la première, elle est très vraie. Hein. C'est effrayant. C'est ce que, en science, on parle de valeur P. C'est ce qu'on trouve dans les études, ou la P-value, quand on diffuse des nouveaux médicaments ou des nouveaux trucs. C'est il suffit de répéter l'expérience un certain nombre de fois, puis à un moment donné, il y en a une qui marche. Et donc, on peut scientifiquement démontrer des choses qui sont un peu bidons. C'est malhonnête, hein, attention. Mais on peut y arriver quand il y a un intérêt financier derrière ou des années de recherche. Il y en a qui le font. Donc, c'est pour ça qu'il faut être exigeant sur les seuils de valeur P. C'est quand on a des études, bien aller lire les petites lignes et voir si les gars ont mis des seuils très très bas pour être sûr que ce qui est observé n'est pas le fait du hasard. Merci Didier, merci Marc pour cette parenthèse rigolote qui a débouché sur quelque chose de… Alors Marc, je suis grand fan des Shadok encore maintenant. Hein. Je trouve que ça n'a pas vieilli d'un poil. Je propose qu'on laisse la parole maintenant à Vincent qui a levé la main. Je t'en prie Vincent. Oui, merci Didier pour cette conférence. Je viens de mettre un lien YouTube là, sur une chaîne dédiée au petit P qui est très très pédagogique, très intéressante, de Thierry Ancel, je crois. Donc voilà. Oui, ce qui est d'intéressant, c'est de montrer que les statistiques peuvent être parfois contre-intuitives
Et je Oui. pense qu'un bon complément à faire sur cette excellente présentation, ça peut être un projet pour 2021, moi vous l'ayez déjà fait, mais c'est surtout ce qui est les probas bayésiennes, notamment dans le domaine médical où avec les taux de validité des tests, Ouais. où on montre qu'effectivement, avec des chiffres qui peuvent être très rassurants a priori, au final, on a des résultats très contre-intuitifs. Ouais. Et là aussi, il y a certainement beaucoup d'éducation, entre guillemets, à faire sur les, quand je dis éducation au sens noble du terme, hein, aux gens pour avoir cet esprit critique et aborder les choses de la bonne façon. Oui, je suis vraiment d'accord. En stats, il y a comme ça quelques petits trucs contre-intuitifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a le paradoxe de Simpson dont je viens de vous parler. Il y en a un autre qui est la taille d'un échantillon. Et on pense naturellement, mais à tort, que la précision de ce qu'on veut mesurer dépend de la taille de la population. C'est-à-dire que si je veux mesurer quelque chose sur la population française entière, je vais avoir besoin d'un échantillon très très gros. Alors que si je veux mesurer quelque chose sur par exemple la population des Mensans, j'aurais besoin d'un échantillon plus petit. C'est faux en fait, c'est pas lié à la taille de la population. C'est pas du tout intuitif, mais grosso modo, avec 1500 cas, on est très représentatif de ce qu'on mesure, même si la population globale, c'est 4 milliards Bien d'individus. échantillonné, par contre. Bien sûr, il faut bien échantillonner. Et c'est tout l'enjeu des tests, notamment des tests de QI, qui se posent par rapport à ça. Et la WACE en particulier, je suis un peu critique sur la WACE parce que son échantillonnage, il est un peu léger, quoi. Je crois qu'ils sont partis sur 873 individus. C'est un petit peu light mathématiquement. On peut lancer un scud. Bah, si vous prenez un échantillon de 873 personnes, vous avez une marge d'erreur qui fait que, grosso modo, sur le QI, vous avez 5 points de QI de marge. Et donc, comme on a un seuil d'entrée à Mensa qui est à 130, ça veut dire que sur la WACE, les gens admis sur WACE sont admissibles potentiellement à partir de 125. Sauf que la tranche de population qui est entre 125 et 130 est beaucoup plus importante, ou à peu près aussi importante, que ceux qui ont plus de 130. Ce qui fait que, grosso modo, à Mensa, on aurait la moitié de faux positifs. Ceci dit, ce n'est pas des vrais faux positifs, parce que ce sont quand même des gens qui ont tous plus de 125 minimum, et donc ce n'est pas 3 points de QI qui vont changer fondamentalement les choses. Mais mathématiquement et structurellement, il y a quand même toujours ce risque-là et ce biais-là. J'ai un froid. Tu nous as scotché. Tu prends les marges sur le WACE, et je trouve que Ouais. ceux qui ont conçu la WACE l'ont fait sur un échantillon trop petit. Ouais, j'entends. Après, Mais c'est vrai que honnêtement, je vais dire honnêtement, quelqu'un qui a 129 au lieu de 130, ça ne va rien changer. Hein. ouais. Là, on est sur du triturage de cerveau. Hein, on est d'accord. Ce n'est pas 2 points de QI qui vont changer quoi que ce soit. Mais c'est curieux, quoi, quand tu fais des calculs d'estimation des taux d'erreur et des marges d'erreur. Allez, ce qu'on sait, c'est qu'à Mensa, les gens sont tous très, très intelligents, mais ils ne sont pas forcément tous dans le seuil d'admissibilité défini par Mensa International. Donc, merci pour cet élément de réflexion qui va alimenter notre week-end, très certainement. Je n'ai plus de main levée. Est-ce que, donc on s'approche de 7h30, est-ce qu'il n'y aurait pas une dernière petite question avant qu'on rende l'antenne, comme on dit à la radio? Ben, j'ai l'impression, Didier, que tu as été fort complet parce que tu as satisfait manifestement toutes les attentes. Merci à tous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette conf. C'est nous J'en fais la prochaine, c'est mercredi combien Le mercredi de la semaine à venir. D'accord. Donc c'est le 16 et ça va porter donc sur les scientifiques en anecdote. Ouais. Donc c'est une petite conférence qui dure 35 minutes. C'est vraiment très court. Et je vais vous présenter des gens qui sont, de mon point de vue, je trouve qu'on manque cruellement de culture scientifique en France. Et je vais vous parler de gens que j'aime bien, qui sont des grands scientifiques, mais à travers des anecdotes amusantes. C'est vraiment
Là, je suis vraiment le raconteur d'histoire. Mais des anecdotes amusantes, mais authentiques. Et donc, je trouve que vous parlez d'anecdotes autour de grands génies méconnus. Bah, c'est aussi une manière de leur rendre hommage. En tout cas, moi, ces gens-là, c'est des gens qui m'émerveillent, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, donc j'avais envie de partager ça. J'en avais fait une petite conf pour un autre usage. Et c'est une petite conf qui est sympa et qui dure pas longtemps. Donc, mercredi soir. Donc, merci beaucoup, Didier. On te remercie. Merci à vous. J'en profite pour faire un petit message, on va dire, technique. Donc, après avoir un petit peu, comment dire, essuyé les plâtres sur les premières conférences, désormais, je n'enverrai le lien que autour de 1 heure avant le début de la conférence, de manière à récupérer tous les derniers inscrits. Parce que la première fois, je l'avais envoyé tôt et en gros, j'ai passé ma journée à envoyer à chaque inscrit le lien. Donc, plus jamais. J'envoie 1 heure avant, donc surtout, vous étonnez pas, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Et si par contre, si vous ne l'avez pas une demi-heure avant la conférence, là, vous vous inquiétez et vous m'appelez. Là, c'est vraiment le cas. Valérie, j'ai une petite question de mauvais élève. Oui. J'ai pas retenu l'heure de la conf mercredi. C'est 21 h. Super. C'est 21 h et en fait, tu n'étais pas du tout un mauvais élève et puis toute question est bonne à prendre. C'est surtout que j'attendais la confirmation de Didier pour l'annoncer et donc elle n'est pas à l'agenda. Donc je la mettrai à l'agenda dès aujourd'hui. Voilà. Ça te va 21 h, Didier? Aucun problème. Super. Aucun problème, c'est une petite conf et puis il y a peu de questions à venir derrière, donc ça fait vraiment un début de soirée sympa, quoi. Super. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous la faire, celle-là. Enfin, j'ai comme ça 3-4 confs que j'aime beaucoup. Et celle-là en fait partie parce que je trouve que c'est dommage que ces gens-là ne soient pas plus connus. Bah, écoute, on va profiter Voilà. de tes Ils le méritent. conférences. Oui, déjà. Et on va profiter de tes conférences, celles à venir et celles que tu nous as également proposées, qu'on programmera très certainement l'année prochaine, qui est très proche. Hein, c'est dans 3 C'est semaines. clair que maintenant, on va… Donc, on va profiter de ça. Fernand, tu as juste oublié de baisser ta main ou tu avais une autre question? C'était le mauvais élève là. Non, je vais arrêter de parler. Merci Adeline pour ta remarque. Comme ça m'instruit sur ce qui est bien et qui fonctionne bien. Donc, je vais tous vous remercier. Didier en premier, bien évidemment. Et puis Oui, moi aussi, je te remercie Valérie. Merci à tous d'être venus et puis au plaisir de vous revoir une prochaine fois. C'est ça. Dans tous les cas, je continue à vous envoyer par mail, au-delà de l'agenda, etc., l'annonce de la conférence. Donc, tous ceux qui se sont au moins inscrits une fois à une conférence seront prévenus des suivantes. Voilà. Super. Merci beaucoup Valérie. Bon week-end Ciao à à tout le monde. tous. Merci, Ciao. bonne soirée. Merci beaucoup. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao, Fernand. Ciao. C'est la réunion. Je coupe la réunion.